L'invité du Grand Direct ce soir, il est en duplex avec nous, le ministre belge des Affaires étrangères, monsieur Didier Reynders. Bonsoir à vous. Merci. Bonsoir. Merci d'être en direct et donc l'invité du Grand Direct pour Actu24 News. Vous êtes en visite officielle en Israël. Vous avez rencontré monsieur Netanyahou, le Premier ministre, cet après-midi. Comment qualifieriez-vous d'ailleurs les relations qui existent entre la Belgique et Israël ? Les relations sont assez chaleureuses. D'ailleurs, on a décidé de renforcer encore ces relations puisqu'on a décidé d'améliorer les consultations bilatérales, comme on dit. Donc nous avons signé un nouveau document pour renforcer les relations entre les deux pays, faciliter d'ailleurs aussi le travail de nos diplomates. Donc, je crois que les choses se passent très bien. Maintenant, ce que l'on tente surtout de faire, c'est de les renforcer aussi sur le terrain, très concrètement. Je le ferai par exemple encore demain, puisqu'il y a un travail en commun entre l'hôpital d'Adassa et l'Institut Bordet, un hôpital dépendant de l'Université de Bruxelles. Donc aussi sur le terrain, on améliore les choses, on le fera également à travers des entreprises. Donc sur le plan bilatéral, la situation est très positive. Alors on est dans une région sensible, évidemment, vous le savez ici, monsieur le ministre. Vous étiez également à Ramallah, dans les territoires palestiniens. Il y a un processus de paix qui essaie d'aboutir tant bien que mal. On voit bien en tout cas que les deux parties ont du mal à s'entendre. Est-ce que vous voyez, vous, une solution arriver avec les négociations qui sont en cours ? Je vois d'abord une très grande volonté de part et d'autre. J'ai rencontré les présidents, les premiers ministres, ministres des Affaires étrangères de part et d'autre, et je dois dire qu'il y a une très grande volonté d'aboutir. Je crois qu'il y a une très grande conscience aussi du fait que si on n'aboutit pas dans les mois qui viennent, on va probablement rater une des dernières occasions de vraiment aller vers une solution à deux États. Deux États qui peuvent vivre côte à côte, en sécurité, mais aussi qui devraient de plus en plus collaborer à l'avenir. Alors même si cette volonté est très grande, c'est vrai aussi que les positions restent très éloignées, donc il y a beaucoup de travail à faire, et il appartient à la communauté internationale, à l'Union européenne, à la Belgique parmi les pays de l'Union européenne, d'aider à la réalisation de cet objectif d'une solution à deux États. On tente de le faire en soutenant les négociations en cours, en préparant aussi ce qui pourrait venir dans la foulée. S'il y a un progrès politique, on pourrait aussi avoir des progrès sur le plan économique. J'ai l'intention d'organiser au premier trimestre de l'année prochaine à Bruxelles une conférence avec toutes les entreprises européennes, les fédérations d'entreprises européennes, pour voir comment investir dans la région en partenariat avec des entreprises israéliennes et palestinienne. Mais pour cela, il faut d'abord donner une véritable chance à cette solution à deux États. Et c'est vrai que si la volonté est très grande, il y a encore un écart important dans les positions de chacun. Alors justement, quand vous parlez d'investissement économique dans cette région, il y a également en Europe des positions qui sont prises par l'Union européenne pour un boycott de produits israéliens lorsqu'ils viennent de territoires considérés comme des colonies. Tout cela, évidemment, complique un petit peu la donne. Alors d'abord, il faut rectifier. Il ne s'agit pas d'un boycott. Il s'agit surtout pour le moment, pour nous, d'essayer d'informer les consommateurs. Ça, c'est sur ce qu'on appelle la labellisation de produits. Savoir d'où les produits viennent, où ils ont été fabriqués. À côté de cela, vous évoquez les guidelines qui concernent surtout les lignes directrices au niveau européen, qui concernent surtout des programmes de recherche. Et j'ai demandé, comme d'autres, on essaie de les appliquer de manière pragmatique. Mais la meilleure façon de sortir de tous ces débats, c'est évidemment d'avoir le plus tôt possible un accord pour mettre en place deux États. Et je tiens à préciser, parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires aussi en Europe, en Belgique, et nous avons pris attitude en ce qui concerne les colonisations, les nouvelles annonces en matière de construction de nouveaux logements. Pour nous, les frontières qui seront décidées entre les deux futurs États, l'État d'Israël qui existe et l'État de Palestine que l'on voudrait voir créer, les frontières qui seront décidées lors des négociations seront évidemment les frontières acceptées par la communauté internationale. Où qu'elles se situent, ce n'est pas à nous à imposer finalement ce que devrait être l'accord entre les partenaires. Alors c'est un des sujets particulièrement lourds de savoir comment on délimite les différents États, mais au-delà de cela, sur le plan économique, nous souhaitons vraiment travailler avec tous les partenaires. Et donc, je le répète, faire en sorte que des entreprises européennes, pas seulement américaines, viennent développer leurs activités, comme c'est déjà le cas aujourd'hui, en Israël, mais puissent travailler peut-être avec des entreprises israéliennes d'ailleurs, dans ce que sera demain l'État palestinien. Alors justement, le négociateur palestinien que vous avez rencontré, monsieur le ministre, vous disait qu'il préférait pas d'accord du tout, plutôt qu'un mauvais accord. C'est une position que vous partagez, vous aussi ?
C'est ce que m'a dit un des négociateurs palestiniens, c'est exact, mais j'ai rencontré aussi Abou Mazen et je dois dire que le président de l'autorité palestinienne m'a fait la même impression finalement que mes interlocuteurs israéliens, une grande volonté d'aboutir, même si les positions sont éloignées. Alors j'espère que c'est cela qui va dominer. Maintenant, quand on est autour de la table dans une négociation, il est normal qu'il y ait des moments de tension, il y a beaucoup de rumeurs, il y a beaucoup de confidentialité sur ce qui se passe autour de la table. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir à quoi on peut aboutir. Et je n'exclus d'ailleurs pas qu'au début de l'année prochaine, il y ait de nouvelles initiatives. John Kerry l'a souvent évoqué, il mène un travail vraiment remarquable pour garder autour de la table les différents partenaires. Il faudra peut-être proposer des pistes de solutions une fois que l'on aura vu exactement les positions des uns et des autres. Mais j'ai surtout entendu aujourd'hui du côté israélien une demande très forte, qui est la reconnaissance d'un État juif. Donc l'idée, finalement, que le peuple juif a droit à avoir un État. Tout comme, d'ailleurs, il y a une revendication du peuple palestinien d'avoir aussi un État. Si ça signifie garantir effectivement ce droit, mais sans exclusion des autres, en donnant des droits politiques, des droits civils à toutes celles et tous ceux qui vivent sur le territoire, tant en Israël que demain dans le futur État palestinien, je crois qu'on peut aussi aller dans cette direction. Donc, il y a malgré tout un certain nombre de progrès qui peuvent être enregistrés. Je le répète, la volonté est très grande d'aboutir. Il y a encore de très fortes divergences, personne n'en doute. Un des éléments qui me frappe en venant quelques jours ici en Israël, c'est essentiellement ce sentiment d'une situation assez apaisée. Tout est relatif, évidemment, mais quand on voit ce qui se passe dans tous les pays de la région, j'étais en Irak, j'étais à la frontière syrienne, dans les camps des deux côtés, en Jordanie ou en Turquie, j'étais récemment en Égypte, on peut regarder la Libye et je pourrais en ajouter, quand on voit tout ce qui se passe autour d'Israël et des territoires palestiniens, c'est peut-être le moment de se dire que l'on pourrait stabiliser cette paix relative en la transformant en une paix réelle. Alors j'espère que cette situation d'apaisement actuelle ne va pas nous éloigner de la capacité pour les dirigeants politiques de franchir des pas difficiles. Je crois que ça vaut la peine dans les prochains mois de franchir un certain nombre de lignes très difficiles à faire accepter de part et d'autre, mais qui garantiraient à la fois la paix et le développement économique dans l'ensemble de la région dans les mois et les années à venir. On parle aussi de l'Iran, d'un mot aussi parce que c'est important, c'est un dossier important, Monsieur le Ministre. On a vu ce week-end que donc à Genève, la diplomatie internationale était proche de conclure un accord. Est-ce que vous partagez vous aussi, non pas cet enthousiasme, mais en tout cas cet élan que semble guider aujourd'hui des nations comme les États-Unis, la Grande-Bretagne, vers le régime iranien ? J'ai, comme beaucoup de mes collègues, constaté avec satisfaction l'évolution dans le discours, notamment à New York. On a rencontré les autorités iraniennes, le président, le ministre des Affaires étrangères. Il est évident que le discours est positif aujourd'hui par rapport à ce qu'on a connu. Vous allez me dire, ça n'est pas très compliqué par rapport à ce que l'on connaissait avec le président précédent. Mais ce qu'on attend maintenant, ce sont des actions. Alors, j'en ai discuté longuement avec le Premier ministre israélien tout à l'heure. Je comprends les inquiétudes. Mais si nous en sommes là aujourd'hui, c'est parce que des Européens comme des Américains ont imposé des sanctions à l'Iran. Et ces sanctions sont toujours là. On ne bougera sur ces sanctions, et de manière d'ailleurs réversible, que si des actes concrets sont accomplis du côté iranien. Et donc l'idée de conclure un accord, et on va peut-être y arriver dans les prochaines semaines, nous verrons bien, cette idée ne pourra reposer que sur des pas réellement réalisés aussi du côté iranien. Comment éviter de transformer un nucléaire civil en nucléaire militaire? Mais je rappelle que si l'on en est là aujourd'hui, c'est notamment parce que nous avons décidé très fermement d'appliquer des sanctions à l'Iran. C'est probablement la situation aujourd'hui économique en Iran qui fait que le régime a un peu évolué. Mais attendons de voir comment des déclarations tenues à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations unies se transforment en actes concrets. Pour ce qui concerne l'Union européenne, nous ne bougerons en matière de sanctions que s'il y a réellement des progrès réalisés aussi du côté iranien. Et ça veut dire que tout le monde était sur la même position ce week-end? Il n'y a pas que la France finalement qui était sur ses gardes? On sait qu'il y a pas mal d'intérêts aussi en jeu, et ça peut varier d'un pays à l'autre, mais je pense que tout le monde est en tout cas dans la même ligne. J'ai vu ce que le président Obama a déclaré également. Si même on devait revoir certaines des sanctions, ce serait de manière réversible. Il faut se donner un calendrier, et il faudra surtout, comme dans tout accord, vérifier que l'accord est réellement mis en œuvre. S'il devait y avoir des retards ou des hésitations dans la mise en œuvre, les sanctions sont là pour être utilisées, et on a vu, je le répète, leur efficacité. Parce que si
les négociations reprennent aujourd'hui, enfin ces derniers jours, c'est essentiellement parce que les sanctions ont eu un réel effet. D'ailleurs, le Premier ministre israélien me disait la même chose lors de notre entretien. Aujourd'hui, l'effet se fait sentir aujourd'hui à Téhéran et partout en Iran. La Grande-Bretagne aujourd'hui rétablit une sorte de normalité diplomatique avec l'Iran. Ça aussi, pour vous, c'est un signe encourageant ? C'est un signe encourageant, mais pour ce qui concerne la Belgique, nous n'avions jamais rompu ces relations. Je crois qu'il faut faire la distinction entre la relation diplomatique, la capacité de parler avec un pays, voire même un gouvernement, et puis l'attitude sur le fond. Et sur le fond, nous participions aux sanctions de manière très forte. Je n'exclus d'ailleurs pas, je l'ai dit à plusieurs collègues européens, vu la relation diplomatique que nous avons avec l'Iran, de programmer prochainement une visite à Téhéran. Aller exprimer clairement la position européenne en matière de sanctions, comme dans le dossier nucléaire, c'est quelque chose que l'on doit pouvoir faire, en ce compris à Téhéran. Cathy Ashton ne fait rien d'autre en menant les négociations, donc nous le ferons en collaboration. Autre dossier chaud, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Monsieur le Ministre, c'est évidemment la Syrie. Il est très difficile, là aussi, de réunir une table ronde à Genève, ce sera au même endroit. L'opposition aujourd'hui pose des conditions. Est-ce que vous pensez qu'il sera possible de mettre autour de la table le régime syrien et l'opposition avec ce qui est en train de se passer depuis 3 ans maintenant presque dans ce pays ? Je dirais que moi je suis d'abord assez heureux que l'on ait pu progresser dans le volet des armes chimiques. Et on avance assez rapidement finalement dans la mise en œuvre de ce qui a été décidé au Conseil de sécurité. Et la Belgique d'ailleurs est prête à participer à l'exécution de toutes ces mesures pour neutraliser les armes chimiques en Syrie. Merci Monsieur Didier Reynders, donc ministre belge des Affaires étrangères. Merci de nous avoir accordé cet entretien sur i24 News. Vous êtes actuellement en visite officielle en Israël. Merci. Le grand direct et l'actualité qui continue. On était il y a 1 heure environ à la Knesset à Jérusalem où se déroulait la cérémonie d'intronisation, de retour en fait au gouvernement d'Avigdor Lieberman après la fin de ses ennuis judiciaires. On va en parler car la cérémonie s'est terminée. Maurice Ifergan nous a rejoint en studio. Bonsoir Maurice. Et Mathias Inbar est lui en direct depuis la Knesset à Jérusalem. Rebonsoir Mathias. Ça y est donc, Avigdor Lieberman est de nouveau membre du gouvernement cette fois ? Effectivement, rebonsoir Jean-Charles, à 20h ça ne l'était pas. Eh bien, ça y est, c'est fait. Avigdor Lieberman a retrouvé son poste de ministre des Affaires étrangères. Le vote a duré quelques longues minutes, 62 votes pour, 17 contre. Principalement, les 17, ce sont à la gauche et les partis arabes israéliens. À noter cette petite phrase, cette petite pique de Zehava Galon, la chef de file du Meretz, placé Avigdor Lieberman en position de ministre des Affaires étrangères, c'est placé un engin explosif sur la route de la paix. Il faut dire tout de même qu'Avigdor Lieberman aura quand même très peu de marge de manœuvre en ce qui concerne ces négociations de paix. C'est vraisemblablement la chef de file de ces négociations, Tzipi Livni, et ministre de la Justice, qui devra conserver cette responsabilité clé dans ce dossier. Et Avigdor Lieberman devrait sans doute se charger des relations avec les pays, notamment russes, puisqu'il est d'origine moldave, et il devrait accompagner Benyamin Netanyahou dans quelques jours en Russie. Et on le sait, vous venez d'en parler, le dossier syrien et sur la table le dossier iranien notamment, donc vraisemblablement Avigdor Lieberman devra aider à convaincre Vladimir Poutine de ne pas alléger les sanctions en ce qui concerne le dossier iranien et de permettre à Israël de rester en toute sécurité concernant le dossier syrien. Merci beaucoup Mathias Inbar, donc en direct de Jérusalem, donc Avigdor Lieberman est de retour sur la scène politique, on peut dire ça comme ça, Maurice Ifergan. Est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle selon vous pour Benyamin Netanyahou ? Pour Benyamin Netanyahou, certainement, puisque finalement il a réussi à encadrer son dauphin, son rival, et donc vaut mieux avoir Lieberman à côté de lui que contre lui. Alors maintenant, en ce qui concerne le processus de paix, vous l'avez entendu, Tzipi Livni va continuer à mener ce processus de paix. Alors, quelle va être l'influence d'Avigdor Lieberman sur le processus de paix ? Je crois qu'on ne peut pas savoir a priori, ça dépend aussi de son parti, mais disons que le nouveau ministre des Affaires étrangères interviendra très peu dans ce processus de paix. Il sera surtout affecté à la gestion des relations diplomatiques bilatérales entre Israël et les autres pays. Est-ce qu'on ne craint pas quand même des prises de position, parce que c'est un peu sa spécialité, parfois un peu radicale, un peu dure, par exemple sur le dossier iranien, où il pourrait être tenté d'intervenir ?
Alors c'est un homme inattendu, bien sûr, il a des prises d'opposition toujours surprenantes, mais je pense que après le premier mandat de Lieberman, où il était assez isolé finalement, la communauté internationale l'avait rejeté, il a passé quelques années au ministère des Affaires étrangères assez isolé, sans grande influence sur la scène internationale. Je crois qu'il va peut-être changer de style, peut-être se montrer plus conciliant, faire attention à ses propos, parce que l'ambition d'Avigdor Lieberman, à terme, c'est de se présenter comme le leader de la droite israélienne lorsque Benjamin Netanyahu passera la main. Voilà, donc peut-être effectivement une rivalité future, en tout cas entre les deux hommes. On suivra ça de très près. Merci Maurice Ifergan pour cette analyse. Donc événement qui s'est déroulé il y a quelques instants à la Knesset. C'était pas une surprise, mais il fallait quand même se tenir informé de cette situation. Avigdor Lieberman est donc redevenu ministre des Affaires étrangères du gouvernement israélien de Benjamin Netanyahou. C'est officiel depuis quelques instants et vous l'avez vécu sur i24 News, tout comme cet entretien exclusif avec le ministre belge. À plus tard.